Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueuses cette semaine. Stéphanie Grimard, bonjour. Bonjour Simon. Brigitte Bédard de retour pour la première fois cette saison. Salut, ça va bien? Oui, ça va toi? Très contente de te revoir. Merci mon cher. Et pour la première fois à l'émission, Catherine Gagnon, bienvenue. Merci, bonjour Simon. Alors, tu es en remplacement de James qui est parti pour quelques semaines en congé parental. Donc, on le félicite qui a eu une petite fille. Donc, on est de tout cœur avec toi et ton épouse, James. Alors, une petite question pour briser la glace et mettre Catherine à l'aise cette semaine. J'aimerais savoir, puisque vous êtes tous des femmes et que j'ai un côté féminin très développé, sûrement. C'est vrai ça? Non, je ne sais pas. Avez-vous une femme qui vous inspire plus spécialement? Je dirais Hildegarde de Bingen. Oh! Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une mystique médiévale, mais aussi une femme très importante dans l'histoire médiévale, puisque justement, c'était une femme, où il était dans un monastère, mais c'est ça, elle aussi est allée voir les papes, les dirigeants des pays, demandait ses conseils spirituels. Elle fait beaucoup dans la musique, dans la médecine. Donc, Elle est docteur de l'Église, d'ailleurs. Oui, une des seules femmes docteurs de l'Église. Ouais. Merci, Catherine. Et toi, Stéphanie? Bien, moi, plus près de nous un peu, mais c'est ça, dans le paysage québécois. Il y a Pauline Julien qui m'inspire beaucoup dans sa musique, mais dans son implication pour le mouvement indépendantiste. Moi, quand je me suis plongée dans ses correspondances avec Godin, j'ai découvert un personnage qui m'a toujours beaucoup inspirée. Je trouve que c'est une femme forte, puis d'une belle poésie. Et Brigitte? Ben moi, je vais y aller pour Mère Teresa. Vraiment, pour moi, c'est la queen, là. De tout ce qu'elle a fait. C'est une femme que j'admire énormément, qui s'est donnée entièrement pour les pauvres. J'admire ça énormément, oui. Bon. Prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, c'est vrai. Tu sais, là, c'est... Et sainte, ouais. c'est pas rien. Oui, c'est vrai, c'est une sainte, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ce n'est pas le moindre de ses attributs. Ben, merci beaucoup. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble du blocage par des manifestants du pont Jacques-Cartier cette semaine. La désobéissance civile est-elle justifiable? Nous entendrons aussi l'édito de Stéphanie Grimard sur nos fausses bonnes raisons de fumer. Mais tout d'abord, on commence cette émission en tournant notre regard vers les catholiques aux États-Unis. Les élections présidentielles américaines amorcent leur sprint final et la course s'annonce très serrée entre Donald Trump et Kamala Harris. Or, le vote des catholiques représente environ 20 de la population américaine pour être décisif dans plusieurs des États clés pour remporter la Maison-Blanche. Catherine Gagnon, que disent là les sondages? Pour qui les catholiques envisagent-ils de voter? C'est très serré pour l'instant. Selon les récents sondages, c'est comme le reste des électeurs américains. Donc, il y a un faible penchant vers Trump, donc il est un peu plus avantagé. 52 Trump, 47 Kamala Harris. Donc, c'est très serré. Très, très, très serré, comme tu as dit, l'ensemble de la population. Mais qu'est-ce qui te frappe dans ces sondages? Est-ce que c'est le fait qu'en fait, ils sont un peu pas distincts du reste de la population? Oui, bien, c'est sûr que ça, c'est quand même surprenant parce qu'on dirait que, bon, pourquoi les catholiques peut-être penchent plus vers Trump? Parce que justement, lui, l'avortement, c'est pas ça qu'il met de l'avant, c'est plus Kamala Harris qui va promouvoir l'avortement. Mais en fait, selon d'autres sondages qui montrent c'est quoi les enjeux principaux des catholiques, pourquoi ils votent. Quelles sont leurs motivations premières au moment de faire leur choix? C'est ça, c'est l'économie. Puis en deuxième place, c'est les politiques d'immigration. Donc en fait, ça ressemble à toute la population américaine en général. Donc ça, c'est un point qui est surprenant. L'autre point qui est, intéressant, c'est que dans les différents groupes catholiques, on remarque que c'est surtout les Afro-Américains puis les Latinos qui vont surtout voter pour Kamala Harris, mais comme en fait la plupart de ces groupes-là qui sont catholiques ou pas. Donc, on peut se demander pourquoi, mais aussi, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir qu'en ce moment, le Parti démocratique perd des votes de ces deux groupes-là. Donc, en 2020, le Parti démocratique avait eu beaucoup de votes de ces deux groupes minoritaires-là. Donc, les populations noires et latinos. Exactement. Puis là, selon les récents sondages, Kamala Harris perd de plus en plus de votes, alors que sa campagne, en ce moment, est vraiment en train, on pourrait dire, d'essayer de ramasser tous les votes, surtout de ces deux groupes-là.
Très intéressant. Je me demandais, Catherine Gagnon, les catholiques, bon, c'est presque 50-50, un léger avantage pour Trump. Tu nous dis que les sondages disent qu'ils votent principalement pour des raisons liées à l'économie et l'immigration. Est-ce que, là, si les catholiques votent pour l'économie, ça veut dire que c'est des matérialistes, consuméristes, puis que c'est juste l'argent qui les intéresse dans la vie? C'est des avares, dans le fond. Bon, c'est ça. Ça peut nous surprendre quand même. Bon, pourquoi est-ce que c'est l'économie? C'est tellement matérialiste, c'est tellement quotidien. Mais il faut aussi penser que, bon, les catholiques, puis les chrétiens par extension, je veux dire, si la famille, c'est très important pour eux, nécessairement, ils vont vouloir avoir les moyens pour subvenir à leur famille. Donc, les enjeux économiques paraissent dans leur quotidien. Donc, ils vont vouloir s'assurer le bien de leur famille. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les gens latinos et afro-américains vont changer de camp cette année. La BBC a fait un article sur cette question. Un reporter est allé au Nevada, qui est justement un des États où c'est... Les swing states, exactement, c'est très déterminant pour l'élection. Puis, demandé à quelques personnes de la communauté latino. Puis, une jeune femme a dit, bien, c'est sûr que moi, normalement, je voterais démocratique. Mais étant donné que nous, on se rappelle, donc elle puis sa communauté latino, on se rappelle que sous Trump, l'économie allait mieux. On arrivait à nos fins de mois, on arrivait à subvenir à nos familles. Donc, on peut se dire, OK, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il y avait autant d'inflation sous Trump. Mais c'est leur perception, en tout cas. Exactement, c'est ça qui se rappelle, dont ils se rappellent. Donc, c'est pour ça qu'ils vont faire le changement. Point que je me demandais, Kamala Harris, aussi, on a fait beaucoup de campagnes sur la question de l'accès à l'avortement. Est-ce que, là où on est en ce moment dans la campagne, est-ce que tu as l'impression que c'était une bonne stratégie pour essayer de convaincre les électeurs que de miser sur l'accès à l'avortement? C'est ça. Bien, peut-être que non, en fait, puisque c'est ça, selon les sondages sur quels enjeux vous tiennent le plus à cœur, on voit que chez les catholiques, comme j'avais dit, bon, c'est pas ça, c'est l'économie puis c'est la migration, mais de façon surprenante, les athées puis ceux qui sont non affiliés à une religion, c'est l'enjeu qui est le plus à cœur pour eux. L'avortement. L'avortement. C'est pour ça qu'ils vont choisir le Parti démocratique, en fait. Mais elle a déjà ces votes-là. Elle a déjà les votes des gens qui sont non affiliés à une religion. Donc, c'est comme si, miser là-dessus, elle a manqué toute la population religieuse qui aurait pu voter pour elle, mais qui ne vote pas pour elle sur l'enjeu de l'économie. C'est peut-être plus une stratégie pour fortifier sa base que pour séduire l'électorat indécis. Peut-être, oui. Bon, alors on surveillera évidemment dans les prochains jours, la semaine prochaine, les élections américaines. On sait que ça aura un impact sur le monde entier, y compris sur nous. Catherine Gagnon, tu es chroniqueuse au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. La semaine dernière, une entente majeure est intervenue dans le cadre d'un recours collectif contre les géants du tabac. Ces derniers se sont engagés à verser 32,5 milliards de dollars aux provinces et territoires canadiens, dont une partie ira directement aux familles des victimes de maladies associées à la consommation de cigarettes. Stéphanie Grimard, cette nouvelle t'a inspiré ton édito cette semaine. Oui, alors en effet, Simon, c'est une entente, comme tu l'as dit, historique, vraiment. C'est le plus gros règlement de l'histoire des litiges au Canada. Moi, je la trouve juste, cette entente-là. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les victimes et ça ne me fera pas pleurer sur le sort des compagnies de tabac. Mais cette nouvelle-là m'a fait réfléchir, moi, à la question plus générale du rapport qu'entretiennent les fumeurs à la cigarette. Ça a toujours été, pour moi, un objet d'étonnement. Moi qui suis fumeuse, par ailleurs, pourtant. Mais pourquoi, comment on peut continuer de fumer malgré toutes les informations qu'on a sur les risques, sur les conséquences potentielles de ce geste? C'est quoi les raisons, profondes ou pas, qui nous poussent à continuer d'ingérer consciemment et volontairement des substances qui sont des poisons avérés? Comment des gens aussi intelligents que plusieurs employés du Verbe peuvent-ils agir de façon aussi bizarre, voire stupide à bien des égards? J'admets. Ben oui. Je me pose la même question. Ben, c'est une très bonne Les gens question. aiment les relations toxiques. Ben, c'est ça. Simon, comme je disais, je dois dire que moi, je suis bien placée pour connaître les bienfaits, entre gros guillemets, de la cigarette. Moi, j'ai toujours dit, de façon un peu poétique, mais je trouve que ça décrit bien la chose quand même, je trouve que ça dilate l'âme. Quand je fume ma cigarette dehors le matin avec mon café,
Je prends conscience du temps qu'il fait, de la journée qui commence. Je me prépare mentalement à ce qui s'en vient. Je fais le point, je profite du moment présent. Même chose quand je vais prendre des pauses dans la journée, un petit moment d'arrêt. Je vais dehors. Souvent, j'échange avec mes collègues de ce qui se passe dans ma tête. Ça me fait l'effet aussi, quand je suis en panne d'inspiration, de me donner un certain focus, de me recentrer dans mes pensées. En fond, ça remplace le yoga, là. On a quasiment le goût de fumer avec Je sais, mais c'est ça. Puis aussi, est-ce que ça va pas aussi un peu avec une sorte d'esthétique, tu sais, un certain ethos, là, l'intellectuel ou l'artiste troublé qui fume un peu par effet de style ou parce que lui, en fond, il s'en fout de mourir. Moi, j'avais un ami au secondaire, il a dit « Moi, je commence à fumer parce que j'aime trop René Lévesque. » C'est ça. Ben oui. Ou c'est ça, ou les jeunes qui fument pour être cool. On sait un peu tout cet effet-là. Dans le fond, il me semble que tout ça ne peut pas être suffisant, donc, pour justifier le fait de s'auto-administrer, comme je disais, des doses quotidiennes de poison. Notre raison sait très bien que c'est mal. Pourquoi notre volonté n'arrive pas à suivre? C'est ça la question. Bien là, Simon, c'est là qu'on peut se tourner encore une fois vers le bon vieil Aristote qui va nous aider parce que dans sa théorie de l'âme, il dit qu'il y a deux axes qui ne se touchent pas. L'axe de l'action, l'axe de la connaissance. Puis, la raison se situe sur l'axe de la connaissance, dirige nos sens, mais les désirs, les pulsions, eux, sont sur l'autre axe de l'action, puis c'est la volonté qui dirige les désirs et les pulsions. Fait que ça ne sert à rien de penser que grâce à la raison, aux connaissances rationnelles, on va aller influencer nos désirs et nos pulsions. Ça, c'est la job de la volonté. Et comment on travaille notre volonté? Bien, c'est en faisant un travail sur les habitudes et en suivant des bons exemples, selon Aristote. Donc là, concrètement, moi, ce qu'il faudrait que je fasse, ça serait de changer mes habitudes, plutôt que de demander une cigarette à mes collègues, comme je fais tout le temps, parce que moi, je suis la gossante qui quête des cigarettes, là, dans le verbe. Bien, à la place, il faudrait que j'aille prendre une marche en solitaire, que je ne me laisse pas influencer par l'exemple des autres autour de moi qui fument. Bref, c'est une vaste question que celle de la volonté. Bien, le matin, tu pourrais prier, puis quand tu veux une pause, tu vas faire ton jogging autour du bloc. Mais je m'en allais là-dessus. C'est comme ça que j'ai arrêté de fumer. Mais c'est ça, des fois, il faut se rendre compte que juste notre petit pouvoir, notre petit vouloir, là, c'est pas suffisant, puis qu'il faut s'en remettre à quelque chose de plus grand que nous. Mais c'est ça, le paradoxe, c'est là, Saint Paul disait « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Ah, ça m'arrive à tous les jours. Mais est-ce que c'est malgré nous, quand on dit c'est plus fort que nous, c'est quoi ce qui est plus fort que nous? Fait que tout ça m'interroge encore beaucoup. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas plaider l'ignorance, pas plus nous que les compagnies de tabac. Fait que moi, je reste avec ma question. Comment pourrais-je un jour arriver à me passer de ces petits moments volés à l'impératif de production, de ces pieds de nez à la bonne conscience et à l'idéal de santé? Je me le demande. Amen. Amen. Stéphanie Grimard, journaliste pour le magazine Le Verbe, merci beaucoup pour ton édito. Mardi dernier, à Montréal, des militants écologistes ont bloqué le pont Jacques-Cartier pour attirer l'attention des médias. Leur coup d'éclat a semé un certain chaos et même une colère dans la métropole. Notre question de discussion choisie par Brigitte Bédard cette semaine, la désobéissance civile est-elle justifiable? Brigitte, est-ce que tu as déjà pratiqué la désobéissance civile? Oui! Oui, c'était en 1990. Ah oui, et c'était pourquoi? C'était contre le dégel des frais de scolarité. Alors, les carrés rouges de 2012, ils n'ont rien inventé. Nous autres, on manifestait, on était dans la rue. Le premier ministre, le ministre de l'Éducation à l'époque, c'était Claude Ryan. Alors, c'est pour te dire que ça fait longtemps, mais qu'ils n'ont rien inventé, les carrés rouges. On se promenait dans la rue et à un signal précis, on s'est tous garochés sur le pont Jacques-Cartier pour attirer l'attention des médias parce qu'ils ne parlaient pas de nous. Avez-vous réussi? Est-ce que ça a permis le gel ou le dégel? Non, il y a eu un dégel, mais moins grand que prévu. Donc, ça a fonctionné. Donc, quelque part, c'est justifiable. Donc, tu es conséquentialiste. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est pas bon. Je comprends bien? Non, pas toujours. Je veux pas monopoliser l'opinion ici. J'aimerais bien vous entendre sur la question. Mais il y a... Avec les années, la définition de la désobéissance civile a changé. Disons qu'elle est devenue plus universelle à cause des problèmes écologiques, comme quelque chose qui avait commencé comme pour la lutte contre des lois qui étaient vraiment injustes. On pense juste à Rosa Parks, qui a décidé de ne pas céder son banc dans l'autobus pour une personne blanche. Eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que Martin Luther King s'est mis de la partie avec elle et ensemble, ils ont réussi à faire changer une loi ségrégationniste. Donc,
c'est justifiable dans ce cas-là quand la loi est vraiment injuste. Mais qui décide que la loi est injuste? Je te donne un exemple, Brigitte. Pendant le COVID, il y a des camionneurs à Ottawa, on s'en souvient, qui ont fait de la désobéissance civile parce qu'ils jugeaient que les mesures sanitaires étaient profondément injustes. Mais tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Tout le monde n'était pas d'accord, mais tout le monde n'était pas d'accord pour dire que la loi raciste était pas bonne. Tu comprends? Donc, il y avait la moitié de la population aux États-Unis qui était pour cette loi-là, puis l'autre moitié qui était contre. C'est un peu comme l'avortement aujourd'hui, là. Alors, il y a des gens qui sont pour le libre choix, puis d'autres qui sont contre, puis qui vont manifester devant des cliniques. Quoique je trouve que c'est pas la bonne façon pour arrêter le... Même si tu fermes une clinique d'avortement, là, bien, les femmes vont se faire avorter d'une autre façon, ils vont contourner comme dans l'ancien temps. On règle pas le problème. Fait que souvent, dans le fond, ce que je trouve, c'est qu'il faut régler ça à la source. Mais il faut faire l'éducation des gens pour ça. Donc, ce serait la même chose pour l'écologie. Ça donne rien de fermer le pont. Ça donne quoi de fermer le pont? Ça donne quoi de monter sur le pont? Ça empêche une couple d'autobus de passer. Ça fait juste enrager le monde encore plus contre les écologistes. Moi, je trouve qu'on est... dans le fond, la conséquence, c'est que les gens vont haïr encore plus les écologistes et les mouvements écologistes. Donc, c'est pas ça l'idée. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 1990, tu ne serais pas allé sur le pont? Si c'était à refaire. Non, mais j'étais jeune. Alors, voilà, à 22 ans, là, tu te dis, tu as le droit de tout faire. J'avais 22 ans, tu as le droit de... Mais c'est parce qu'il faut voir la limite de ça aussi. Si tout le monde se dit, ben moi, à mon âme et conscience, je trouve que cette loi est injuste, je vais aller contre la loi. Il me semble qu'il y en a beaucoup de lois qu'on pourrait critiquer. Absolument. Là, si tout le monde se dit, non, moi, je suis ma conscience, mon seul guide est ma conscience, là, le contrat social ne fonctionne plus. Puis, à un moment donné, ça prend des lois, ça prend l'État qui a le monopole de la violence. Quoique, si j'ai bien compris, la désobéissance civile, ça implique que ce soit pacifique. Il faut que ce soit... Oui, il y a des conditions très précises. Il faut que ce soit pacifique. Il faut que ce soit collectif. Donc, c'est pas toi tout seul là, qui va visiter un malade pendant la COVID alors que tu n'as pas le droit. Il faut que ce soit vraiment... Il y en a eu des mouvements, ça, c'est plus de l'objection de conscience, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, il y a des différences comme ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut que ce soit pour une cause supérieure, donc vraiment pour une bien valeur, commun, pas pour toi, ton avantage personnel. C'est pas toi, ta petite personne personnelle. Là. Donc, la cause écologique, je dirais, je suis plutôt d'accord. Il faut être prêt aussi à accepter les conséquences légales. Oui, il faut être prêt à accepter d'aller en prison. L'État, la police a le devoir d'intervenir, sinon ça va être le chaos. Je ne sais pas ce qui va arriver avec les deux gars là, sur le pont Jacques-Cartier. Je suis pas mal sûre qu'ils vont aller faire de la prison. Mais le père de la désobéissance civile, qui était Henry David Thoreau, lui, il a fait une nuit en prison parce qu'il refusait de payer la taxe qui servait à la guerre contre le Mexique. Là, je te parle au milieu du 19e siècle. Donc, lui, il a refusé, il a fait un geste, mais c'était pas collectif. Mais il a développé cette pensée. C'est devenu quelque chose de plus spécifique. Brigitte, je t'arrête un peu. Je vais entendre Stéphanie et Catherine. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la désobéissance civile? Bien, moi, comme je fais toujours référence à mes vieux philosophes grecs, là, ça me fait penser un peu à l'histoire de Socrate. Socrate qui avait été emprisonné, c'est-à-dire pas emprisonné, mais condamné à la mort par la cité. Puis après, son ami Criton qui lui dit, bien là, viens-t'en, on va se sauver, on va organiser ton évasion. Puis Socrate, très posé, qui dit... Non, la cité a parlé, la démocratie a parlé, moi j'écoute les lois, puis donc c'est assez fascinant de voir cette fin de vie-là d'un grand personnage comme Socrate qui se soumet un peu à la loi de la cité puis à la démocratie. Ça rejoint un peu Saint Paul aussi, Saint Paul pour les chrétiens qui dit qu'il faut obéir en tout point aux législateurs, aux lois. Évidemment, peut-être pas quand ça va contre la loi divine ou la loi naturelle, mais sinon toutes les autres lois positives, comme un pont, c'est pas contraire à la circulation à la loi naturelle et divine. Il faut les respecter parce que Dieu veut quand même qu'il y ait de l'ordre dans la société. Moi, comme chrétien, je dirais que je suis plutôt contre. Je pense qu'il existe des moyens de manifester, des moyens de pression même, qu'on voit souvent les syndicats faire, qui sont légaux. Et puis, il me semble qu'il faut privilégier les moyens légaux. Catherine? Moi, je pense qu'il faut que ce soit une situation vraiment particulière pour ne pas écouter les autorités civiles. Par exemple, pendant la COVID, quand il y avait plein de communautés religieuses qui avaient continué à fréquenter leur lieu de culte, je veux dire, peut-être que ça, c'était justifiable parce que pour eux, justement, il y avait une puissance qui était au-dessus de la justice civile, c'était la loi divine. Donc, dans ce cas-là, oui, puis comme vous aviez dit, c'était pas juste une personne qui voulait aller à la messe, c'était une communauté
qui pensaient que Là, c'était tu penses à la messe, pas mais bien. on pense aussi à la communauté musulmane, juive. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans plusieurs communautés Oui, parce que dans religieuses. les actes des apôtres disent, bien, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors, on peut s'astiner longtemps à coups de versets comme ça, là. Mais c'est toujours obéir quand même, Brigitte. Oui, hein? oui, OK, parce oui, que je oui. sens ton désir de les obéir un peu Ben, derrière c'est la tout ça. rebelle en moi qui est toujours là, qui sommeille tranquillement, tu sais. Mais non, je peux pas dire que je suis pour le fait d'avoir pris le pont Jacques-Cartier comme ça en otage et puis toute la population qui a été bloquée. Puis il y a eu vraiment des personnes qui ont été bloquées là-dedans. Puis ça a donné quoi, là? Il peut y avoir des conséquences graves. Oui, quand il même. y La aurait circulation, c'est pas juste arriver en retard au bureau, ça peut être Exactement. arriver en retard à l'hôpital, Alors, arriver en pourquoi retard à prendre un le pont mariage, des Jacques-Cartier? funérailles. Pourquoi prendre le pont Jacques-Cartier? Va manifester devant le Parlement. Il me semble que ça serait plus logique, tu sais. Je sais pas, Greenpeace, dans le temps, quand ils commençaient à faire ça, il allait en mer, il allait, tu sais, il faisait il achalait pas le peuple avec ça, là, tu sais. Je veux dire, c'est-tu de ma faute à moi si je suis obligée de rouler en voiture? C'est-tu vraiment un contrat social ou j'ai pas le choix? Mais c'est chercher le coup d'éclat aussi, beaucoup, attirer l'attention pour attirer médiatique. Des fois, l'attention. c'est juste ça le but pour éventuellement que les lois changent. Oui, mais moi, je trouve que ça joue contre eux. Vraiment, ça joue contre eux. Mais c'est justement, peut-être que ces personnes-là se disent, si on fait pas ça, personne va nous écouter. Il y a ça aussi. C'est assez grave pour dire... Peut-être qu'on peut trouver des solutions plus positives, tu sais. Je pense à ceux qui ont fabriqué la compagnie William, la compagnie de café, qui ont décidé d'investir dans la fabrication de voiliers pour transporter des tonnes de café de Sud-Amérique jusqu'au Québec. Puis, comme ça, ils économisent au niveau du pétrole. Bien, ça, c'est quelque chose qui est positif, qui est créatif, qui est beau. Qui change les choses. Qui change vraiment les choses concrètement. Dire le gars, là, qui s'appelle Olivier Huard, avec son compagnon, là, qu'est-ce qu'ils ont changé positivement, là? Ils n'ont même pas changé mon opinion sur eux, tu sais. Ben oui, tu as une opinion que c'est des petits adolescents rebelles et puis que tu dis que ça nuit à la cause écologiste, Oui. selon toi, au final. Oui, c'est ça. Mais Donc, c'est contre-productif, selon toi. pour moi, c'est contre-productif. Quand tu déranges la vie des gens ordinaires, que tout ce qu'ils veulent, c'est aller travailler le matin, là, pour nourrir leur famille, là. Tu sais, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que tu as commencé enflammé pour la désobéissance civile? Non, Puis là, on mais dirait que tu l'es moins, c'est parce là. que je suis toujours un peu... J'essaie de voir les deux côtés, tu comprends? Quand j'étais jeune et folle, j'étais pour. Maintenant que je suis sage. vieille et sage, je suis plutôt contre. Je suis pour la désobéissance, mais d'une façon peut-être plus intelligente, plus courageuse, plus créative. Catherine, est-ce que ça serait exagéré de dire que Jésus ou les premiers chrétiens ont pratiqué la désobéissance civile? Après tout, il y a toutes sortes de lois romaines ou même de lois juives sur lesquelles ils ont plus ou moins respecté. En tout cas, ils ont refusé d'adorer l'empereur, ça c'est certain. Jésus, souvent, toutes les lois d'ablution et tout ça, on dirait qu'il passe un peu par-dessus ça. C'est ça, mais d'un autre côté, je pense qu'ils n'ont jamais eu de problème avec les autorités, vraiment. C'est comme la parabole où Jésus va aller pêcher un poisson pour pouvoir payer ses taxes. Je veux dire, il aurait pu se dire, je n'ai pas besoin de ça, je suis au-dessus de tout ça, mais ça n'a pas été le cas. Puis la même chose pour les premiers chrétiens. Ils voyaient dans les supérieurs civils que c'était en fait Dieu qui les avait placés là. Donc, ça nous dérange comme idée aujourd'hui, hein? Ah, c'est sûr, c'est ça. On se dit, mais j'ai pas besoin d'écouter la personne au-dessus de moi si je trouve que c'est, on va dire, pas une bonne personne, mais c'est pas le cas. Si tu penses que c'est Dieu qui l'a placé là, nécessairement, tu vas obéir. Sinon, chacun est un petit roi ou un petit juge qui se met Mais en même temps, au-dessus ils de la ont loi. refusé d'adorer l'empereur, puis ils ont fait venir, Ouais. ils ont fait sale comble au Sauf que au c'était pas pour Colisée. attirer les médias. C'était pour suivre leur conscience Voilà. et puis ils en ont subi Mais les dans conséquences. ce sens-là, je trouve ça noble quand c'est pour suivre ta conscience. Ils n'ont pas chalé personne avec ça. Tu sais. Merci à vous trois. C'est tout le temps qu'on avait pour cette discussion qui est lancée et qui peut se poursuivre sur les réseaux sociaux. Visitez la page YouTube du Verbe Média pour nous donner votre opinion pour, contre la désobéissance civile. Est-ce que ça peut être justifiable en certains cas, selon vous? Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. Côté culture, Stéphanie Grimard, pour les amateurs de musique sacrée, là, il y a 2 concerts à surveiller à Québec et Montréal prochainement. 2 très beaux événements qui s'en viennent la même fin de semaine, 1er et 2 novembre. Un à Montréal, au Musée des Hospitalières,
Je pense que c'est sur l'avenue des Pins à Montréal. Donc, le 1er novembre, il présente un concert de musique chorale du chant sacré qui a pour titre « Ave Maria du monde entier ». Fait que c'est un panorama mondial de différentes versions, toutes a cappella là, de l'Ave Maria, le célèbre hymne à la Vierge. C'est l'ensemble français Allegri. Ce sont 8 solistes qui présentent ça. Donc, c'est du 19e siècle à aujourd'hui, tout un grand panorama d'Ave Maria. Et à Québec, le lendemain, le 2 novembre, au monastère des Augustines, c'est un concert aussi de musique, de musique sacrée, de chant choral. Ça, c'est l'ensemble vocal Cantus Antiquus, qui présente 2 très grandes œuvres de Monteverdi. Son deuxième, Magnificat, qui est une autre œuvre consacrée à la Vierge, et la deuxième messe de Monteverdi, la messe à 4 voix. Donc, encore là, c'est a cappella. Puis, d'ailleurs, la semaine prochaine, on a une émission qui va sortir d'On n'est pas du monde, qui parle de la musique sacrée. Fait que ça aussi, c'est à Ah, OK. Donc, on n'est pas du monde avec Antoine Malenfant et l'équipe du Verbe, toujours aussi disponible sur YouTube, qui, je crois, c'est l'émission du 3 novembre qui va aborder la question de la musique sacrée. J'en fais partie. Oh, t'en fais partie? Je m'auto-plug. OK. Et de quoi tu as parlé dans cette émission? Je parlais des bienfaits de la musique sacrée parce que moi-même, je suis dans une chorale, puis j'ai trouvé ça intéressant de m'interroger sur tout ce que ça peut apporter au niveau physiologique, social et spirituel aussi. Êtes-vous amateur de musique sacrée, très rapidement, là? Ben, puisque j'ai mentionné Hildegarde de Bingen au début, nécessairement, j'écoute tous ces CD. Moi, je dirais que j'ai été convertie par les chants grégoriens au tout début de ma rencontre avec le Christ. Ça m'a transportée. J'ai lu récemment une citation de Saint-Exupéry qui disait qu'un des plus grands problèmes de notre temps, c'est le problème spirituel et qu'il faudrait que quelque chose comme du chant grégorien descende sur nous pour nous réveiller un peu spirituellement. Merci à vous. On se laisse donc cette semaine sur la nouvelle chanson « Sans visage » de l'artiste québécoise Claude Pelgag. C'est tiré de son nouvel album « Abracadabra », sorti le 11 octobre dernier. Pour écouter, commenter et partager cette émission, rendez-vous sur la page YouTube du Verbe Média. Merci à Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomotages. Sans demain.